La guerre de chars a éclaté sur la scène pendant la lutte amère et sanglante de la Grande Guerre. Une telle était la létalité du champ de bataille moderne que les hommes étaient abattus par milliers, stimulant le développement de véhicules offrant autant de protection que possible à leurs occupants afin d'attaquer les positions ennemies avec un certain degré de succès. Une telle était leur efficacité que dans le traité de Versailles, qui définissait les conditions de l'armistice, l'Allemagne était interdite de posséder des chars. Lorsqu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, il a promis de se débarrasser des entraves du traité de Versailles et a ordonné le début des travaux sur de nouveaux chars allemands. Initialement déguisés en tracteurs ou en véhicules de sécurité, ces premiers chars étaient à la fois légèrement blindés et légèrement armés, mais ils ont donné aux ingénieurs allemands une expérience précieuse dans la conception de véhicules à chenilles. Lorsqu'il n'était plus nécessaire de cacher le fait que l'Allemagne construisait des chars, ces véhicules ont été désignés comme Panzerkampfwagen, ce qui se traduit en anglais par véhicules de combat blindés, bien qu'ils soient plus communément connus sous le nom de Panzers. Les premiers chars légers ont été rétrospectivement nommés Panzer I et I et étaient généralement seulement bons pour les missions de reconnaissance et de police. Les Panzer III et IV, plus crédibles, ont suivi et ont eu une longue durée de vie grâce à leur capacité d'amélioration continue pendant la guerre. Néanmoins, la supériorité tactique a permis de vaincre les forces blindées polonaises, britanniques et françaises. Dans ce dernier cas, l'armée française avait sans doute les meilleurs chars du monde en 1940, mais ils ont été mal utilisés. Cependant, le vrai test des forces de chars allemandes arriverait un an après. Le dimanche 22 juin 1941, Hitler a entrepris l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. C'était la plus grande invasion terrestre de l'histoire, comprenant 3 800 000 soldats allemands et de l'Axe, y compris plus de 3 500 chars. Malgré ses avantages numériques et géographiques, l'Union soviétique de Staline était mal préparée à faire face à la menace fasciste à l'été de 1941 et était souvent débordée. Cependant, à cette époque, Staline avait déjà instauré des programmes pour de nouveaux chars plus avancés pour l'armée rouge. Le KV-1 était un char lourd dans la gamme de 45 tonnes qui bénéficiait d'une lourde armure frontale qui obligeait les Allemands à s'approcher dangereusement du char où leurs canons avaient de la puissance de le pénétrer. Ou ils devaient largement le déborder, attaquant depuis ses côtés plus faibles et son arrière. Les Allemands ont rencontré le KV-1 dès le début de l'invasion, mais une fois de plus, des tactiques supérieures ont prévalu. Cependant, probablement le plus grand choc pour les Allemands, qui s'attendaient à affronter une armée totalement inférieure, est venu sous la forme d'un char moyen, surnommé le T-34. Malgré une protection moins blindée que le KV-1, ses côtés inclinés augmentaient considérablement la profondeur de pénétration nécessaire pour les obus ennemis et causaient souvent des ricochets. Équipé d'un canon puissant pour l'époque, le canon principal de 76 mm, même entre les mains de conscrits soviétiques mal formés, le T-34 était une arme dangereuse pour un panzer et donc respectée par les dirigeants de l'Axe. Mais entre les mains de commandants d'élite comme Dmitri Lavrinenko, le T-34 pouvait être imbattable. Alors que les forces de l'Axe connaissaient généralement encore des succès sur le champ de bataille jusqu'au dernier jour de 1941, ils savaient que Staline était maintenant organisé et engagé et que ses chars et leurs équipages ne feraient que s'améliorer. Le haut commandement allemand a réalisé qu'ils avaient besoin d'une réponse à ces chars, mais plutôt que de simplement égaler ces nouvelles armes soviétiques, ils devaient les surpasser, car ils étaient susceptibles de faire face à un plus grand nombre de ces véhicules à l'avenir, alors qu'ils poursuivaient leur avancée vers l'Est après l'hiver de 1940 et 1942. Il a également été reconnu qu'à l'Ouest, les Britanniques et leurs alliés du Commonwealth avaient également tiré les leçons de leurs erreurs antérieures et bénéficiaient de l'approvisionnement en chars américains plus avancés. Les Allemands ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un nouveau char lourd de percée, capable de prendre en charge en toute confiance un nombre supérieur de chars moyens alliés et de présenter une menace crédible pour le KV-1 et ses successeurs. Pour accélérer le développement, les ingénieurs allemands ont été chargés d'utiliser des philosophies de conception éprouvées et même des composants de chars antérieurs si possible, mais à plus grande échelle. Deux entreprises sont entrées en compétition pour produire le char, Henschel et Porsche. Henschel avait en fait commencé à travailler sur un design de char lourd dès 1937, bien que cela n'ait jamais dépassé le stade expérimental. Les deux prototypes de chars pesaient presque le double d'un Panzer IV, se situant dans la gamme des 54 tonnes lorsqu'ils étaient équipés d'une tourelle conçue par Krupp
et qui était équipé de l'excellent canon de 88 mm KWK-36. Ce canon, une évolution du Flak 36, s'est révélé d'une excellente efficacité anti-blindage dans les déserts d'Afrique du Nord lorsqu'il était incliné vers les chars ennemis. Les deux véhicules devaient être prêts pour les tests pour le 56e anniversaire de Hitler le 20 avril 1942, l'équipe Henschel réussissant à peine à mettre leur véhicule sur le train à temps pour qu'ils soient déplacés au terrain d'essai à Rastenburg dans la Pologne moderne, où le Führer attendait pour les inspecter. Porsche était confiant dans le succès et avait même commencé à travailler sur les 100 premiers du véhicule lorsque le design de Henschel a été préféré. Les juges des essais étaient préoccupés par le choix de Porsche d'un système de transmission électrique à essence qui nécessitait de grandes quantités de cuivre qui, en raison des pressions de guerre, étaient déjà en pénurie. 91 coques de Porsche se répand cependant achevé en tant que destructeur de chars lourds Elefant, un excellent véhicule de combat en soi qui obtiendrait un record impressionnant sur le champ de bataille malgré sa construction en si petit nombre. Malgré son choix en tant que char préféré, la conception de Henschel était loin d'être parfaite et a subi de nombreuses pannes qui ont retardé l'entrée en service de plusieurs mois alors que la conception était affinée et que les installations de production étaient mises en place par Henschel et ses fournisseurs pour répondre aux exigences de ce Goliath blindé. Mais en septembre 1942, Hitler était impatient de lâcher ses premiers nouveaux chars, nommés le Tigre, sur ses ennemis. Au premier coup d'œil, le Tigre donne peu d'indications sur sa puissance. En termes de forme générale, il ressemblait au Panzer IV précédent, simplement à une échelle beaucoup plus grande, ayant des côtés plats ou légèrement inclinés par opposition à l'armure inclinée révolutionnaire du T-34 avec tous ses avantages. Cependant, cette philosophie de conception traditionnelle cachait la protection offerte au nouveau char avec une extrêmement difficile à pénétrer 100 mm sur le devant, environ 10 mm de plus que celle trouvée sur le KV-1. L'armure latérale était d'environ 60 mm, tandis que le ventre et le toit faisaient 25 mm d'épaisseur. Son design carré offrait un espace interne ample et facilitait l'assemblage. Cependant, Henschel manquait des installations pour former ou souder les panneaux blindés lourds, nécessitant leur transport vers d'autres usines pour l'assemblage. C'était une préoccupation croissante à la fin de 1942, car à cette époque, les bombardiers américains, britanniques et canadiens commençaient à causer des perturbations de plus en plus grandes au réseau de fabrication et de transport allemand. Malgré sa taille, le Tiger n'était pas un paresseux, grâce à un moteur 512 de 690 chevaux, un Maybach HL 230 P45. Sur la route, cela avait la capacité de propulser le char de 45 tonnes sur le goudron à une vitesse de 28,2 mph, ce qui était réduit à une vitesse plus conservatrice de 13 mph en tout terrain. Cela lui donnait en fait des performances de la même classe que le précédent Panzer IV, bien qu'avec une vitesse maximale de 33 mph, le T-34 était un adversaire difficile à attraper. En service, le Tiger était équipé par 5 hommes. Dans la tourelle se trouvaient le commandant, le tireur et le chargeur pour l'armement principal. Jusqu'à 92 munitions pour le canon de 82 mm pouvaient être stockées dans le véhicule et se composaient de obus perforants pour éliminer les chars ennemis ou de obus à haut pouvoir explosif pour détruire les bâtiments et les positions fortifiées. Dans la coque, le conducteur était assis à gauche, tandis qu'à sa droite se trouvait un opérateur radio qui manipulait également une mitrailleuse MG34 de 7,9 2 mm MIR. Le principal centre de formation pour les futurs équipages de Tiger se trouvait dans les casernes du Panzer Regiment 11 à Paderborn et Sena, avec une école de tir de chars sur la côte à Putlos. Au départ, les équipages de Tiger étaient choisis pour leurs compétences au combat dans les Panzer III et K-Kreis ou parce qu'ils s'étaient distingués lors de l'entraînement. En septembre 1942, les premiers véhicules de production ont commencé à atteindre le front avec le bataillon de Panzer lourd 502e qui à l'époque était en action autour de la ville assiégée de Leningrad. Malgré la vénération historique pour le char, son premier engagement fut peu concluant. Le terrain était mou et marécageux, ce qui faisait enfoncer et coincer les chars lourds, qui étaient ensuite frappés à plusieurs reprises par des tirs anti-chars soviétiques. Ils ont continué à avoir des problèmes de transmission en tentant de traverser un terrain difficile avec leurs chars. Ces facteurs ont contraint le 502e à limiter leurs nouveaux Tigers aux routes jusqu'à ce que l'hiver s'installe et que le sol se durcisse. Malgré ces problèmes, le Tiger se montrait déjà coriace. Par exemple,
les canons de 76 mm du T-34 peinaient à avoir un impact sur les côtés les plus faibles du Tiger, sans parler de l'avant, tandis que le propre canon de 88 mm du Tiger était trop puissant même pour le caver un plus lourd. Les alliés occidentaux n'auraient pas à attendre trop longtemps avant de ressentir eux aussi les mâchoires de ce nouveau Tiger se refermer sur eux. Leur premier engagement avec le nouveau char a eu lieu le 1er décembre 1942 en Tunisie dans le cadre de la campagne d'Afrique du Nord. 3 Tigers ont attaqué des chars alliés dans une oliveraie à 5 km à l'ouest de Djeddah, la végétation offrant suffisamment de couverture pour que les deux camps puissent se rapprocher avant de s'engager, où les Tigers ont détruit 2 chars M3 Lee, malgré le fait qu'ils aient eux-mêmes essuyé des tirs nourris à courte distance, avec seulement un effet minimal. 9 jours plus tard, le 10 décembre, une formation de chars légers américains composée de M3 et MM5 Stuarts a attaqué des positions d'artillerie allemandes près de Majes el-Bab, ce qui a provoqué le déploiement de 5 Tigers pour les contrer. Les Tigers ont anéanti les chars légers, comptant au moins 20 de leur nombre sans perte, les armes légères des Stuarts se révélant complètement inefficaces contre les Tigers. Sur le front de l'Est comme en Afrique du Nord, le Tiger gagnait rapidement en puissance, et jusqu'à 100 par mois étaient construits pendant la première moitié de 1943, bien que cela soit encore en dessous de ce dont la Wehrmacht avait besoin, compte tenu des milliers de chars que les Alliés produisaient désormais. Cependant, les variantes du Churchill, Sherman et T-34 alors en service se sont toutes révélées lamentablement inférieures au Tiger, ce qui a conduit les dirigeants alliés à modifier réellement leur plan pour soit contrer les unités de Tiger connues, soit les contourner complètement. Lorsque cela était possible, des avions et de l'artillerie étaient envoyés pour les détruire au préalable, mais avec un seul Tiger capable de prendre en charge plusieurs Sherman avec confiance, une appréhension grandissait parmi les équipages de chars alliés alors qu'ils commençaient à souffrir de ce qui est devenu connu sous le nom de phobie du Tiger, ou terreur du Tiger. Tout devait être fait. Le Tiger était très prometteur sur le champ de bataille, et selon les Alliés, il pourrait le dominer s'il apparaissait en nombre important. Cela a été renforcé lorsque les Britanniques ont pu examiner un char Tiger abandonné suite à une rencontre le 21 avril 1943. Des membres du 43e régiment royal de chars britanniques ont affronté 2 Tigers à guerrier à l'attaque en Tunisie. Ce char a été récupéré, examiné intensément et est aujourd'hui exposé au musée des chars à Bovington au Royaume-Uni. Les Alliés ont vite appris à respecter, voire craindre, le char Tiger, mais ils savaient qu'il n'était pas invincible. Ils savaient que ce n'était qu'une fausse perception que le Tiger était indestructible, et ils ont initié des programmes d'urgence pour équilibrer les chances. Sur le front de l'Est, l'Union soviétique a instauré un programme d'amélioration pour le T-34, remplaçant le canon de 76 mm par un de 85 mm. Cela a doté le T-34 d'une puissance de pénétration nettement supérieure, mais n'étant pas conçu pour une telle arme, les équipages devaient prendre soin de ne pas endommager le canon lors des déplacements en pente. Surnommé le T-30 485, plus de 22 000 exemplaires seraient construits et représenteraient une véritable menace pour le Tigre. Les Soviétiques voulaient aussi développer leur propre char lourd pour affronter directement le Tigre. Le KV-1 a été amélioré, mais plus tard, il a été rejoint par le premier d'une nouvelle série de chars lourds qui portait le nom du leader soviétique lui-même. Le char lourd IS-2 pesait 46 tonnes, mais disposait d'une armure exceptionnelle et d'un puissant canon de 100 mm, bien que cela se soit fait au détriment d'une mobilité inférieure. Les Allemands seraient eux-mêmes impressionnés par l'IS-2, amenant le général allemand Hasso von Manteuffel à remarquer qu'ils étaient les meilleurs chars du monde. Les alliés occidentaux n'étaient pas aussi intéressés par les chars lourds, préférant construire un grand nombre de bons chars moyens pour submerger un ennemi. Une exception notable étant le M26 Pershing. En réponse à l'apparition du Tiger, le canon standard de 75 mm du M4 Sherman a été remplacé par une arme de 76 mm à plus haute vélocité. Cela a rendu le Sherman encore plus mortel pour les anciens chars Panzer III et Panzer IV, et le renseignement allié croyait qu'il aurait suffisamment de puissance pour pénétrer l'armure d'un Tiger à des distances de combat normales. Cependant, cette évaluation était basée sur des tests effectués dans des conditions idéales et quelque peu stériles. Sur le champ de bataille, il a été découvert que le nouveau Sherman devait encore se rapprocher dangereusement pour avoir un impact, et seulement depuis les côtés ou l'arrière où l'armure du Tiger était la plus faible.
tout en survivant au redoutable canon de 88 mm du Tiger. Les Britanniques, elles, sont allés un peu plus loin et ont développé une variante du Sherman armé du canon anti-char à haute vélocité Ordnance Quick Firing 17-pounder. C'était aussi une arme de 76,2 mm, mais c'était l'un des canons les plus puissants de sa catégorie dans le monde à l'époque, démontrant même une plus grande puissance de pénétration que le propre canon de 88 mm du Tiger. Un inconvénient de ce canon était qu'il produisait un éclat de bouche brillant, ce qui signifiait non seulement que l'équipage devait cligner des yeux lors du tir pour éviter une cécité temporaire, mais cela aidait également les troupes de l'Axe à les localiser une fois la bataille commencée, et cette caractéristique lui a valu le nom de Firefly. Reconnaissant la menace du Firefly, les équipages de Tiger allemands ont souvent priorisé la destruction de ces Shermans à long canon. Au moment de l'invasion de la Normandie en juin 1944, la puissance dont le Tiger avait bénéficié commençait à s'estomper, surtout avec la domination de la puissance aérienne alliée. Des avions tels que le Hawker Typhoon britannique et le Il-2 Sturmovik soviétique avaient une puissance de frappe considérable, avec des bombes et des roquettes air-sol, et étaient presque impossibles à repousser pour les équipages de Tiger. Presque. Lors de sa retraite du front de Leningrad, un Tiger du 502e, les mêmes unités qui avaient donné au Tiger son baptême du feu, a pointé son canon de 88 mm sur un groupe de Il-2 Sturmoviks attaquants qui arrivaient à basse altitude et a marqué un coup direct, dévastant l'un des avions. Ceci n'était qu'un des nombreux exploits remarquables que le Tiger a réalisés au cours de sa carrière. Démontrant la protection accordée au Tiger était le Tiger 231, servant avec le bataillon de Panzer lourd 503e. Au cours d'une série d'actions près de la ville de Samirnikovo, au début de 1943, le Tiger a subi pas moins de 252 impacts de diverses armes anti-chars soviétiques jusqu'à 45 mm de taille, et malgré des dommages significatifs à sa suspension, a toujours été capable de retourner à sa base sous sa propre puissance. Mais probablement l'action de Tiger la plus notable a eu lieu lors de la contre-offensive allemande contre la tête de pont de Normandie. Le 13 juin 1944, la 7e division blindée britannique est entrée dans la ville de Villers-Bocage, cherchant à exploiter une brèche dans les lignes allemandes. Ils sont plutôt tombés sur un Tiger commandé par Mikol Wittmann. Sortant de sa couverture à l'arrière de la formation britannique, il aurait engagé et détruit jusqu'à 14 chars, 2 canons anti-chars et jusqu'à 15 camions non blindés et véhicules de soutien en un peu moins de 15 minutes. Cependant, de nombreux historiens pensent maintenant que ces chiffres faisaient partie d'un effort de propagande nazie pour faire un héros de Wittmann, et que certains des véhicules détruits ont été éliminés par d'autres chars de l'unité de Wittmann. Malgré cela, la plupart des destructions étaient encore attribuées à Wittmann. Quoi qu'il en soit, l'incident démontre toujours la puissance du Tigre au combat. L'impact que le Tigre a eu sur les Alliés et la peur qui entourait le char ont dans la période d'après-guerre et au-delà masqué le fait que malgré sa létalité lorsqu'il fonctionnait dans des conditions idéales, le Tigre était en réalité un char plutôt défectueux, tant dans sa conception que dans son fonctionnement. Premièrement, et probablement le plus significativement, le Tigre était un véhicule complexe à construire et à opérer sans un entretien minutieux. Il était sujet à des pannes, ce qui arrivait souvent dans la boue, la saleté, les tirs et les obus de la guerre. Malgré une performance de pointe vive pour un char de sa taille, la conduite à grande vitesse exerçait une énorme pression sur les mécanismes internes du véhicule, ce qui a conduit à imposer des restrictions de vitesse aux équipages en dehors des combats pour éviter que les engrenages et les arbres ne s'usent prématurément. Son arrangement de suspension à barre de torsion et à rousseau chevauchante était notoirement difficile à nettoyer et à réparer sur le terrain. Malgré sa réputation, le Tigre n'était pas invulnérable, et produire des remplacements fut un vrai casse-tête pour les Allemands. Le Tigre était nettement plus coûteux à fabriquer que les Panzer ou les chasseurs de chars précédents et consommait beaucoup plus de ressources en termes de matériaux de fabrication et de chaînes logistiques de soutien. La production de chars Tigre a culminé à 104 véhicules par mois. Comparez cela aux chiffres mensuels de pointe pour le Sherman et le T-3485 qui ont atteint respectivement 750 et plus de 1000 exemplaires. Même lorsque les usines produisaient 100 véhicules par mois, les acheminer jusqu'au front était également une tâche laborieuse. La seule véritable façon d'amener les chars jusqu'aux lignes de front était par train,
mais le Tiger I était légèrement trop grand pour tenir sur les wagons utilisés par les Allemands. Par conséquent, Henschel a développé une voie de transport qui pouvait être adaptée pour réduire la largeur, mais il devait encore retirer certaines des roues, les jupes latérales et les gardes de voie avant et arrière, puis tout réappliquer une fois arrivé à destination. À condition, bien sûr, que le train ne soit pas bombardé ou mitraillé par des avions alliés errants ou détruit par des partisans soviétiques en cours de route. Le déplacement des gares vers le front était aussi délicat, comme le 502e l'a appris à Leningrad. Le Tiger I ne pouvait fonctionner que sur un terrain dur, sinon il risquait de s'embourber. Il était également trop lourd pour de nombreux ponts de l'époque qui étaient conçus pour les chevaux et les charrettes ou pour les premières générations de voitures, obligeant l'armée allemande à s'arrêter et à construire un passage à gué là où aucun n'était disponible, où l'eau était trop profonde pour traverser en toute sécurité, ce qui causait de graves retards dans une avancée ou, au fur et à mesure que la guerre progressait, une retraite. Il faut noter cependant que ces problèmes n'étaient pas uniques au Tiger. Alors qu'Hitler développait une manie pour les chars lourds pour combattre le grand nombre d'unités de chars alliés, les ingénieurs allemands produisaient des chars plus lourds qui étaient tout aussi, sinon plus, complexes et difficiles à opérer. Après le Tiger venait le Tiger II, ou King Tiger, un Goliath de 68 tonnes, qui était non seulement extrêmement peu fiable, mais avait une si mauvaise mobilité que beaucoup d'entre eux ont été laissés sur le champ de bataille lors de la retraite, car ils ne pouvaient tout simplement pas suivre. Néanmoins, Hitler a donné la priorité à la production du Tiger I par rapport au char original, mettant fin à la production du Tiger I fin 1944, après la construction de seulement 1347 chars. 1,5 millier de Tiger II était prévu, mais à peine un tiers de ce nombre serait réalisé avant la fin de la guerre, car les bombardements alliés ont dévasté l'industrie de l'armement de l'Allemagne. Le Tiger original a continué à mener des batailles de plus en plus désespérées contre les Alliés jusqu'au tout dernier jour de la guerre. Bien qu'il ait été envisagé comme un char d'assaut, il a prouvé à maintes reprises qu'il était un excellent char défensif, tenant tête à des ennemis supérieurs, en nombre plus longtemps que la plupart des autres chars sur le champ de bataille ne pourraient jamais espérer y parvenir. À la fin de la guerre, le Tiger I représentait toujours une menace pour la grande majorité des chars alliés et restait un modèle respecté par les nations alliées après la reddition allemande. Son héritage a même inspiré l'armée britannique d'après-guerre, qui, confrontée à la perspective de combattre des milliers de chars soviétiques dans la Troisième Guerre mondiale attendue, a développé une série de chars lourds qui sacrifiaient la mobilité en faveur de l'armure et de la puissance de feu, et étaient conçus pour tenir le terrain de la même manière que le Tiger l'avait fait dans les derniers jours de la guerre, ces derniers partageant même certaines des failles du Tiger en conséquence. Malgré ses défauts, le Tiger I a justement gagné sa place comme l'un des plus grands chars à jamais émerger sur le champ de bataille.